Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit aujourd'hui de l'épisode 3 de ma série vers la géométrie algébrique. Donc pour ceux qui seraient perdus et qui ne sauraient pas trop où ça commence, allez voir dans la description vers les épisodes 1 et 2. Et pour ceux qui sont au bon endroit, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode. Donc juste pour resituer un petit peu le contexte, j'essaye ici de faire une espèce d'introduction à la géométrie algébrique en me concentrant essentiellement sur les courbes planes. Et dans le premier épisode, on a vu ce que c'était que les courbes planes. J'ai donné tout un tas d'exemples, j'ai fait des dessins et on a vu que une chose qu'on utilisait souvent, c'était l'intersection. Pour essayer de comprendre un petit peu les courbes, on les intersectait avec des droites par exemple. Et on s'était assez vite rendu compte que si on faisait ça, il nous manquait des choses, il nous manquait des points, typiquement des points à l'infini. Et c'est pour ça que dans l'épisode 2, j'ai raconté l'histoire de l'espace projectif, donc le plan projectif réel, où on ajoutait des points à l'infini, on ajoutait une sorte de cercle à l'infini, et ceci nous permettait de généraliser la notion d'intersection, et on avait vu que ça faisait des jolies images. Bon, mais il nous restait un troisième problème que je peux illustrer très simplement en prenant l'exemple que j'ai déjà donné à la fin de l'épisode précédent. Si je prends la parabole d'équation y égale x carré, et si je prends une droite, disons d'équation y égale quelque chose, par exemple 1, alors il va y avoir des points d'intersection, il va y en avoir 2, ça c'est ce à quoi on s'attend, c'est pour la droite d'équation y égale 1. Par contre, si vous prenez la droite d'équation y égale moins 1, donc qui passe ici en dessous, alors on n'a pas de point d'intersection. Et ça c'est un problème, et vous voyez quel est le problème. Le problème c'est qu'il nous manque des nombres complexes. Si j'essaye de faire y égale moins 1, quels seraient les points d'intersection qu'on est censé avoir? On devrait résoudre x au carré égale moins 1, et donc ceci évidemment, comme vous le savez, il y a effectivement deux points d'intersection, donc il y a deux solutions, plus ou moins i, avec i égale racine carrée de moins 1. Et donc c'est le nombre imaginaire, il va falloir qu'on utilise les nombres complexes. Et donc l'idée de cet épisode, ça va être d'introduire les nombres complexes dans l'histoire et de voir que ça va révolutionner en fait toute la façon dont on voit les courbes algébriques. Donc ça va vraiment le révolutionner, et donc on va faire d'un coup l'équivalent de ce que j'ai fait dans les deux premiers épisodes, c'est-à-dire les courbes algébriques standards, on va voir des exemples et tout ça, mais aussi directement l'espace projectif complexe, donc en ajoutant l'infini, cette fois-ci l'infini des nombres complexes. Voilà, donc on va essayer de voir tout ça aujourd'hui, et comme d'habitude, on va se baser sur beaucoup d'exemples, ça reste un des épisodes de fondation, comme je dis, cette série, c'est une série de 6 vidéos qui se décompose en 2 blocs, de 3 chacune, 2 trilogies. La trilogie ici de fondation, avec les exemples fondamentaux et les objets fondamentaux, et la deuxième, où on ira plus loin et on commencera vraiment à faire, en quelque sorte, de la géométrie algébrique. Alors, voyons pour commencer un exemple et à quoi ça peut ressembler des courbes algébriques quand c'est complexe. Et pour ça, on va commencer par la plus simple de toutes. Donc on va se placer, disons, donc juste pour donner une analogie, si on se place dans R2, une des courbes les plus simples qu'on puisse imaginer, ce serait de prendre la courbe C, l'ensemble donc des points x, y, appartenant à R2, tel que, par exemple, y égale 0. Il s'agit simplement de la droite. Donc je vais la dessiner dans un repère. Si je dessine ici R2, alors ceci c'est juste la droite ici y égale 0. Bon, on peut faire exactement la même chose mais dans C2. Donc dans C2, je peux aussi considérer la courbe C, qui est l'ensemble des points x, y, tous les deux étant des nombres complexes, tels que y égale 0. Bon, mais évidemment, ceci c'est une copie de C, du plan complexe C. Et donc si j'essayais de faire un dessin, alors évidemment c'est plus dur de faire des dessins, parce que vous voyez que maintenant C2 c'est quelque chose à 4 dimensions réelles, donc je ne peux pas tellement dessiner, mais on voit bien que ça va ressembler à un plan comme ça dans C carré. Donc vous voyez, ça c'est la première chose qu'il faut bien avoir à l'esprit,
c'est un petit peu le casse-tête toujours, c'est que ceci, ce qui est dessiné en rouge ici, qui est donc un plan, qui a 2 dimensions réelles, on va appeler ça une courbe complexe. Et donc c'est bien une courbe. Pourquoi on dit que c'est une courbe? Une courbe, c'est quoi? C'est quelque chose à une dimension. Ceci, ça a bien une dimension complexe. Et une dimension complexe, vu que c'est 2 réels, ça a 2 dimensions réelles. Donc nous, on voit ça comme une surface. Mais du point de vue complexe, c'est une courbe, c'est quelque chose qui a une dimension, c'est paramétré par x. Donc ça, c'est la première chose à laquelle il faut penser. Il faudra toujours se rappeler, c'est une petite gymnastique des mots, d'autant qu'on n'est pas aidé par la terminologie, puisque typiquement, ce genre de choses-là, ça s'appelle aussi une surface de Riemann. Quelque chose de une dimension à une dimension complexe, ça s'appelle aussi une surface de Riemann, parce que c'est à 2 dimensions réelles. Mais voilà, donc on va devoir jongler un petit peu avec ce vocabulaire-là. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est de tout de suite introduire l'infini. Donc comment est-ce qu'on avait fait pour introduire l'infini avec les réels? Eh bien, on avait défini le plan projectif réel. Alors maintenant, je vais devoir préciser qu'il est réel, donc je vais l'appeler RP2. RP2, c'était l'ensemble des points x, y, z, appartenant à R2 privé du point de l'origine, où j'identifiais les points x, y, z, est identifié avec x', y', z', avec, je vais l'écrire plutôt comme ça, identifié avec lambda x, lambda y, lambda z, pour n'importe quel lambda appartenant à R étoile. D'accord? C'est comme ça qu'on avait défini le plan projectif réel. Et bien pour le plan projectif complexe, on va faire exactement la même chose, mais on va remplacer partout R par C. Donc je vais le faire, je vais utiliser les pouvoirs de l'ordinateur pour le faire. Donc ici, je vais remplacer R ici, et là, et là. Et donc on va remplacer ça par C. Donc le plan complexe projectif, CP2, c'est l'ensemble des triplets de nombres complexes, non tous nuls, qui sont identifiés par cette relation-là, avec lambda, un complexe non nul. Donc c'est bien un plan. Vous voyez qu'il y a 3 coordonnées complexes, mais on identifie avec une homothétie complexe, d'une façon, et donc ça nous donne bien un plan, quelque chose à 2 dimensions. Donc on va essayer de comprendre tout ça, mais si ça vous paraît un petit peu mystérieux, ne vous inquiétez pas, on va regarder tout de suite des exemples. Alors, les exemples, l'exemple le plus simple, comme je l'ai dit, ce serait de considérer ce plan, cette droite complexe ici. Et donc on va la regarder, mais maintenant dans le plan projectif. Donc ça va être un des exemples les plus importants de tous. Donc c'est ce qu'on appelle la droite projective complexe. Donc encore une fois, c'est peut-être bien de faire le lien avec les réels. La droite projective réelle, donc dans RP2, si je prends l'équation x égale, je vais prendre y plutôt, si je prends l'équation y égale 0, dans RP2, alors je vais prendre x, bon ça change rien, je vais prendre x. Si je prends x égale 0 dans RP2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis dans RP2, donc là je dessine R2, je dessine x égale 0, disons ici, alors ceci c'est x égale 0, mais en fait je dois aussi prendre le point à l'infini, et donc on avait vu comment on faisait ça l'autre fois, et donc cette droite D, disons que cette droite D, je vais appeler D, la droite D, et donc cette droite D, en fait, elle se recolle à l'infini, elle part à l'infini, et vous vous rappelez qu'on avait dit les 2 directions à l'infini sont les mêmes, et donc cette droite, c'est en fait, topologiquement, un cercle. Bien qu'il soit difficile de voir que c'est un cercle ici, on imagine, ça se recoupe à l'infini, voilà. Bon, maintenant, on doit faire pareil avec la droite complexe. Et donc une droite complexe, j'en ai dessiné une ici, ça ressemble plutôt à un plan, et on va, pareil, de la même façon, ajouter un point à l'infini, et donc on imagine ce que ça va faire, ça va se replier sur soi-même, et ça va nous faire une sphère. Et donc c'est tout à fait ça qui va se passer. Donc on va le regarder explicitement. Donc dans CP2, on regarde
on regarde la droite. Donc on va appeler ça du coup une droite projective, D, qui est simplement définie par l'équation, la même qu'ici, x égale 0. Bon, alors, si on se met dans CP2, je vous rappelle, CP2, c'est un ensemble de points de la forme x, y, z, où on identifie deux points qui sont proportionnels. Bon, mais ici, x égale 0, donc c'est égal simplement à 0, y, z. Et donc on peut regarder à quoi ressemble cette droite dans les deux, on dit parfois deux patchs du plan projectif complexe. Et donc on peut regarder ce qui se passe si je mets y. Alors normalement on devrait regarder ce qui se passe si je mets x égale à 1, mais donc évidemment ici j'ai rien puisque x est égal à 0, donc j'ai rien du tout. Dans le patch y égale à 1, bien vous voyez je peux mettre y égale à 1 là-dedans, donc j'ai l'ensemble des points de la forme 0, 1, z, et dans z égale à 1, eh bien j'ai l'ensemble des points de la forme 0, y, 1. Et donc dans tous les cas, ça paramétrise exactement une copie du plan complexe. Donc en fait ce qui se passe, c'est que ceci, c'est une certaine copie du plan complexe paramétrée par z, donc je vais le dessiner disons comme ceci, paramétré par z, et puis j'ai ici une autre copie du plan complexe paramétrée par y, donnée par ce patch-là. Et qu'est-ce que nous dit la proportionnalité? Eh bien, elle nous dit que dès que, disons, je vais le mettre là, si z et y sont tous deux non nuls, alors ces deux points-là vont être identifiés. Vous voyez que 0, 1, z, c'est la même chose que 0, je peux diviser par z, parce que z n'est pas nul, donc 0, 1 sur z, 1, mais ceci, c'est égal à 0, y, 1, dans l'autre patch. Et par conséquent, vous voyez qu'on doit identifier les points paramétrés par z ici, et par 1, y égale 1 sur z ici. Et donc vous voyez que, si j'essaie de dessiner ça, disons en jaune, alors j'ai le point 0 ici, que je ne peux pas toucher, pareil j'ai le point 0 ici que je ne peux pas toucher, et disons qu'on se place du point de vue de y, eh bien z c'est simplement 1 sur y, partout où y est non nul. Et donc vous voyez qu'il faut recoller, par exemple ici j'ai le point 1, ici j'ai le point 1, ces deux points-là sont en fait collés. Et puis le point 1,5 qui est là, il est collé avec le point 2 qui est là. Donc vous voyez, je dois coller comme ceci, etc. Et donc je colle comme ça, et en fait vous voyez que ce que ça me fait, c'est que plus je m'éloigne ici, disons que vous voyez, je m'éloigne de plus en plus loin, disons, je fais un petit chemin en vert là, vous voyez, je m'éloigne très loin par là, et bien si je regarde l'image de ce petit trajet là ici, c'est je m'approche de plus en plus par là. Et donc finalement, en fait la seule chose qu'on a ajouté, c'est qu'on a ajouté du point de vue du plan rouge ici, on a juste ajouté l'origine du plan violet. Et cette origine du plan violet, c'est quoi? Eh bien c'est 1 sur 0, qui fait donc l'infini du point de vue du plan rouge. Donc tout ça pour dire que c'est une construction très classique, ça nous donne tout simplement une sphère. Une sphère S2, une sphère à deux dimensions, la sphère classique, et elle a deux points particulier du point de vue de ce choix de coordonnées, qui est l'origine ici, disons, je vais mettre 0, et l'infini, je la mets en rouge parce que c'est l'infini du point de vue des coordonnées rouges. Si je prenais les coordonnées violettes, eh bien cet infini, ce serait juste le point 0, et ce 0, ce serait l'infini. Donc vous voyez qu'on recolle comme ça, et donc l'infini sert de pôle, de complément à chacun des deux patchs qui est là. Donc ça c'est très important, ceci, c'est la droite projective complexe. D'accord, donc D est égal à ceci. Donc la droite projective complexe, c'est juste une sphère S2. C'est l'ensemble de tous les nombres complexes auxquels on a ajouté l'infini. Bon, donc très bien, donc c'est ce qu'on appelle parfois donc droite projective complexe. Droite projective complexe.
C'est ce qu'on appelle aussi CP1, puisque c'est l'espace projectif complexe à une dimension. C'est ce qu'on appelle aussi parfois la sphère de Riemann. En physique, on l'appelle parfois la sphère de Bloch. Et donc, topologiquement, on a dit que c'était la sphère simplement S2. Voilà, donc ça c'est important, c'est en quelque sorte l'exemple fondamental. Bon, mais alors vous voyez que pour dessiner, ça va commencer à être compliqué. Imaginez le problème suivant. Je vous dis, trouvons deux droites qui s'intersectent. Vous vous rappelez qu'on avait dit le fait suivant, deux droites en tout cas dans RP2, dans le plan projectif réel, c'était tout l'objet de l'épisode précédent, s'intersectent toujours en un unique point. C'est ce qu'on avait dit. Deux droites, donc je suppose qu'elles sont distinctes, évidemment, si elles sont confondues. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit aussi valable dans CP2. On doit avoir la même chose, puisque vous voyez que si on travaille avec les équations algébriques, les x, y, finalement, entre RP2 et CP2, vous voyez qu'il n'y a aucune différence. Et c'est ça la beauté de la géométrie algébrique, c'est que vous pouvez remplacer les x, y par ce que vous voulez. Les seules choses qui comptent, ce sont les équations. Et c'est ça qu'on avait vu dans le premier épisode, quand j'avais parlé des triplets pythagoriciens. On avait remplacé x et y par des rationnels, et les choses marchaient de la même façon. Donc ici, c'est pareil, les propriétés ne doivent dépendre que des équations, c'est de la géométrie algébrique, et donc on espère que cette propriété-là doit rester. Mais vous voyez que topologiquement, donc la géométrie algébrique, en principe, elle ignore la topologie, elle ne sait pas ce qu'on manipule, elle connaît que les équations, mais nous, ce qu'on voit, c'est que topologiquement, c'est quand même bien différent, R et C. Dans R, on a des lignes comme ça, dans C, on a des espèces de plans. Dans R, la droite projective, c'est un cercle, dans C, c'est une sphère. Bon, et alors, voyons qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Je vous ai dit que deux droites s'intersectent toujours en un unique point. Bon, très bien. Mais alors, ça, du point de vue réel, on arrive bien à l'imaginer. Je vais prendre, disons, une droite violette et une droite verte, par exemple. Bon, voilà, très bien, elles s'intersectent en un unique point. Mais maintenant, donc ça c'est l'image dans R. Dans RP2, disons. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux le faire dans CP2 ? Maintenant, les droites, je vous ai dit, si on veut bien les représenter, eh bien, il faut faire des sphères. Alors déjà, en fait, vous pouvez me dire, ah mais là, en fait, on voit que ça marche pas bien, il faudrait que je dessine les droites complètes, donc il faudrait que je referme les cercles. Mais ça, on arrive quand même bien à imaginer que, vous voyez, si je veux vraiment dessiner les sphères complètes, les cercles complets, eh bien, je pourrais dessiner un cercle comme ceci. Là. Et puis, vous imaginez un cercle, vous voyez un anneau comme ça, puis un autre qui l'intersecterait comme ça transversalement, donc d'une certaine façon comme ceci. Et là, vous voyez, on passe par devant, ou par derrière, mais là, par contre, elles s'intersectent bien. Donc on arrive quand même à se figurer ce que ça veut dire deux cercles qui s'intersectent. Ils s'intersectent bien en un seul point, vous voyez, ils arrivent à s'éviter là. Maintenant, dans CP2, c'est beaucoup plus compliqué, parce que maintenant, on a des sphères. Et donc, une image qu'on peut essayer d'avoir, c'est de dire, on va dessiner une première sphère ici. Donc ça, c'est une première droite. Donc disons D. Et là, c'est pareil, c'est la droite D. Et une autre droite, disons D', ici. Eh bien, je vais la dessiner comme ceci, qui touche la précédente. Et vous voyez que c'est un peu le mieux que je peux faire, mais là, on a l'impression qu'elles sont tangentes, donc on a l'impression que le contact, il est d'ordre supérieur, alors que non, je veux vraiment dire qu'elles s'intersectent transversalement. Il n'y a aucune coïncidence là-dedans, si vous voulez. C'est la position générique de deux droites. En fait, deux droites ne peuvent pas ne pas se toucher, puisqu'elles s'intersectent forcément. Donc, vous voyez que topologiquement, c'est un petit peu difficile de voir ce qui se passe là. Et donc, pour essayer de s'habituer un petit peu à ça, je vais vous donner tout un tas d'exemples avant de rentrer dans plus de détails de calcul. Donc je ne vais pas forcément démontrer toutes ces choses-là, c'est plus pour vous les montrer, pour que vous ayez toutes les images en tête. Et vous pouvez essayer de le faire en exercice. Finalement, c'est assez simple. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est regardons à quoi ressemblent les coniques. Parce que pour l'instant, on n'a vu que des droites. Donc, essayons de voir à quoi ressemblent les coniques. Donc,
pour rappel, si on est dans R2, eh bien on a trois types de coniques différentes. On a en gros les ellipses, de l'équation c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. On a les paraboles, de l'équation de type y égale ax carré. Et puis on a les hyperboles d'équations. Alors on peut écrire x carré égale 1, mais si je veux mettre des paramètres un peu comme là, je peux écrire x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 1. Ça va me donner une hyperbole. Donc dans R2, quelles sont les images? Bon, ça c'est typiquement une ellipse, donc un truc qui ressemble à ça. Ça c'est une parabole, donc quelque chose qui ressemble à ça. Et ceci c'est une hyperbole, donc quelque chose qui ressemble à ça. Qu'est-ce que ceci donne dans les complexes? Eh bien, dans les complexes, vous pouvez voir quelque chose d'amusant, c'est que plus ou moins, le signe n'a pas beaucoup d'importance, parce que de toute façon, même si les choses sont au carré, parce que de toute façon, vous voyez que je pourrais très bien avoir... vous voyez que là, la différence fondamentale dans les réels, c'est qu'ici on a un plus, et qu'ici on a un moins. Mais un nombre complexe, ça lui importe assez peu qu'il y ait un plus ou un moins, parce que de toute façon, il peut être multiplié par i, et s'il est multiplié par i, eh bien au carré ça fait un moins, et donc le plus et le moins c'est la même chose. Et donc en fait on voit avec cette petite réflexion sur les plus et les moins, que ça va probablement être la même chose en fait. Et c'est assez facile de voir que la parabole va aussi être la même chose. Toutes ces choses-là, c'est simplement, topologiquement, encore une fois, la même chose qu'une droite. Donc c'est topologiquement c'est une droite. Et donc une droite, je vous rappelle, pour nous, c'est une sphère. Donc on peut se dire, ah mais alors finalement, c'est bizarre quand même dans C, les coniques et les droites, finalement, c'est la même chose. Alors non, attention, c'est pas la même chose. Topologiquement, c'est une sphère, mais algébriquement, ça reste des courbes de degré 2. Ce qui veut dire que si j'essaye d'intersecter ça avec une droite, eh bien, si j'essaie d'intersecter avec une droite, je dois avoir deux points d'intersection, puisque c'est de degré 2. De la même façon que, vous voyez, si j'intersecte ça avec une droite, hop, ici, il y a deux points d'intersection. Et donc, si j'intersecte ça avec une droite, alors je ne sais pas trop comment la dessiner, mais... Voilà, une droite, un truc comme ça. Alors, il doit y avoir deux points d'intersection. Donc, vous voyez que c'est assez difficile à voir, et on essaiera de voir tout à l'heure, à la fin de la vidéo, comment est-ce qu'on peut voir tout ceci plus simplement. Bon, mais alors, comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Ça vous paraît quand même peut-être bizarre que ce que je vous dis, là, ça paraît complètement incroyable. Par exemple, pour l'ellipse, ça paraît... Bon, on peut se dire, ah ok, c'est un peu rond, mais alors pour ça, ou pour la parabole, comment est-ce qu'on obtient ceci? Bon, je vous propose de le vérifier. Vérification. Disons qu'on va prendre, pour simplifier, on va prendre le cercle. Donc juste x au carré plus y au carré égale 1. Bon, eh bien, il y a une construction, et j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo tout entière dessus, sur les intégrales elliptiques, et donc bon, ça parlait un petit peu d'autre chose, mais il y avait cette construction-là, le fait de dire, ah mais alors si je regarde cette équation-là, du point de vue de y, je peux écrire ça comme y carré égale 1 moins x carré, et donc y égale racine de 1 moins x carré, avec un plus ou un moins. Et ça, du point de vue complexe, je peux le voir de la façon suivante. Je prends le plan complexe paramétré par x, et vous voyez que entre 1 et moins 1, il y a un changement de signe ici, donc je peux mettre une coupure, les deux racines de la fonction qui est ici. Donc vous voyez, alors là j'ai pris 1 et moins 1, ce qui n'est pas forcément le plus malin, donc je vais changer le signe à l'intérieur pour que ce soit plus visible. Vous voyez, j'ai tout à fait le droit de faire ça. Non, alors attendez. C'est pas très malin. Non, alors, je vais plutôt changer ma coupure, du coup. Ouais, je vais changer la coupure, ce sera plus simple. Donc, j'ai les deux points ici. Donc, j'ai le point 1 et le point moins 1. Moins 1 et 1. Et si x est plus grand que 1, eh bien, le nombre ici s'annule. Et donc, je vais mettre une coupure qui part jusqu'à l'infini. Et au-dessus de ce feuillet de x, eh bien, j'ai deux feuillets de y
plus ou moins. Donc je vais avoir deux feuillets qui vont en quelque sorte se croiser au niveau de la coupure ici. Donc si j'essaye de le dessiner, disons que j'essaye de le faire en vert, eh bien je vais avoir un... C'est pas très facile à dessiner. En gros, je vais dessiner un peu ici au-dessus, là. Vous voyez, j'ai un premier feuillet ici, qui part comme ça par dedans, et qui part ensuite en dessous. Là, il est bien lisse, et là, il continue, hop, comme ça. Il part par dessous. Là, par contre, c'est bien lisse, et j'ai un autre, et donc là, ensuite, il part par en dessous. Et puis, j'ai un autre feuillet, donc je vais le faire en violet, qui part comme ça, et qui ressort par en dessous, comme ça. Voilà. Et là, pareil, de la même façon, il sort par là. Voilà, donc bon, je sais pas si ça se voit bien. C'est un petit peu compliqué à dessiner comme ça, mais donc vous voyez cette chose-là. Et donc ça, c'est une certaine surface de Riemann. Et si on veut en faire la topologie, eh bien le plus simple, c'est vraiment de se placer dans l'espace projectif. Donc dans l'espace projectif, ce que devient ce dessin, eh bien le plan des x, c'est une droite, hein, c'est la droite y égale 0, donc je l'ai dessiné tout à l'heure. Donc ça va être la droite des x. Voilà, c'est une sphère. J'ai la coupure qui passe par l'infini, mais donc ça, je m'en fiche un peu, je peux mettre les points où je veux. Donc je peux la mettre, disons, ici. Et ensuite, je dois faire un double recouvrement de ça. Et la seule chose à laquelle je dois faire attention, c'est que quand je traverse la coupure, je passe de l'autre côté. Et donc, si je veux faire les deux recouvrements, les deux feuillets là qui sont ici, je vais les dessiner. Le vert, je vais dessiner une copie entière de la sphère et je vais ouvrir au niveau de la coupure. Donc vous voyez, j'ai la coupure ici. Et hop, donc vous voyez, j'ai ouvert la sphère. Et puis le violet, eh bien pareil, j'ai la coupure ici. Et pareil, j'ouvre la sphère comme ceci. Et ensuite, je les recolle. Et vous pouvez vérifier que le recollement nous donne bien une sphère. Mais vous voyez que maintenant, c'est une sphère qui est composée de deux moitiés, d'une certaine façon. Vous voyez qu'il se recolle comme ceci. Et donc voilà comment on obtient la sphère, donc ce que j'ai dit ici. Et ceci marche, quelle que soit l'équation ici, vous voyez que la seule chose qui comptait, c'est que ce soit une équation de degré 2. Et donc n'importe quelle équation de degré 2 va vous donner quelque chose comme ça, mais vous voyez que c'est bien topologiquement une sphère, mais elle est composée en quelque sorte de deux parties. Alors évidemment, il n'y a aucun moyen de les distinguer, mais si on le projette sur le plan des x, alors on a un double recouvrement comme ça. Donc c'est ce genre de petite manipulation-là qu'il faut faire régulièrement quand on manipule les courbes complexes. Et donc ça, cette chose-là, c'est donc une courbe conique. Donc, je mets un point d'exclamation pour dire, donc vous voyez, il faut vraiment faire cette petite gymnastique. Hein. Déjà, voir que c'est une courbe parce que c'est complexe, donc c'est à 2 dimensions. Et c'est conique. Conique, ça veut dire une courbe de degré 2. Et il se trouve que les courbes de degré 2, topologiquement en tout cas, ce sont des sphères. Alors, essayons de passer à l'exemple suivant. Les courbes cubiques. Donc des courbes cubiques, j'en ai présenté un petit peu dans l'épisode précédent. Et donc on va revoir la famille qui nous plaisait bien. Donc, un premier exemple que je peux donner, c'est une courbe très lisse. Disons, je vais prendre la courbe y carré égale x plus 1, x moins 1. Donc si je veux faire un peu l'analogue de la construction que j'ai faite au-dessus, dans R2, je vais faire ici la courbe réelle, donc je vais mettre ici l'axe des x et l'axe des y. Eh bien, vous voyez que je peux prendre aussi y égale racine carrée de ce qu'il y a là-dedans. Et donc, j'ai quelque chose de positif ici, jusqu'à x égale 1. Et puis ensuite, en 1, entre 0 et 1, ceci est négatif, donc il n'y a pas de solution. Et ensuite, entre moins 1 et 1, à nouveau, ça redevient positif, donc je peux redessiner quelque chose, et hop, comme ceci. Et puis, évidemment, j'ai ça et l'opposé, parce que j'ai plus ou moins racine. Et donc, ça me donne, je peux compléter la courbe comme ceci, et comme ceci. Donc ceci, c'est l'analogue réel de ce dessin-là. Bon, ici, pour une courbe cubique. Et alors maintenant, quel est l'analogue complexe? Eh bien là, je ne vais pas le refaire ici, mais je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur les
sur les fonctions elliptiques, si vous voulez voir comment est-ce que ça fait du point de vue complexe. C'est un argument similaire à ce que je viens de faire au-dessus. Et on va se rendre compte que du point de vue complexe, je vais le dessiner, disons, en jaune, eh bien, on obtient non pas une sphère, mais un joli tore. Et donc ça, je répète, il faut avoir pris le point à l'infini, donc quelque part ici, on a le point infini qui est sur le tore. Et donc voilà à quoi ressemble une courbe cubique d'un point de vue complexe, c'est tout simplement un tore, encore une fois, topologiquement. Du point de vue réel, on peut imaginer ça comme, vous voyez, si vous coupez, imaginez que vous coupez le tore ici par un plan qui le coupe, vous voyez, comme ça en deux, et bien vous allez avoir une section ici, et une autre section ici. Et donc vous voyez que vous avez ici cette section-là, c'est ce cercle qui est là. Enfin, c'est pas vraiment un cercle, mais cette chose-là. Et ici, cette chose qui part à l'infini, eh bien c'est parce que vous voyez, il coupe l'infini. Et donc, du point de vue de ce graphe-là, ça a l'air de partir à l'infini, mais si on ramène l'infini à distance finie, alors ça fait bien, on aurait bien ici deux cercles, un là et un là, c'est la coupe du tore. Et donc vous pouvez imaginer que d'un point de vue complexe, on va ensuite tourner ça dans tous les sens possibles, et ça va nous réaliser un tore. Donc ça, c'est très joli. Et donc, comme je dis, j'en ai parlé dans la vidéo sur les fonctions elliptiques. Mais alors maintenant, ce qui nous intéressait l'autre fois, c'était ce qui se passait quand on avait des singularités. Et donc, une des singularités qu'on pouvait avoir, c'était de faire fusionner en quelque sorte ces deux points-là. Pour ça, il suffit, au lieu de mettre ici x moins 1, de mettre juste x. Et donc, on aura le x carré fois x plus 1. Si je prends ça, alors d'un point de vue réel, bon, alors je peux m'amuser à redessiner ça comme ça. Bon, je vais pas le faire parce que c'est un peu plus dur à dessiner. Mais je vais avoir quelque chose qui est... Hop, qui fait ça. Si vous voulez, vous pouvez imaginer que la partie du haut, c'est en vert, la partie du bas, c'est en violet. Bon, et donc d'un point de vue du tore, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il y a un pincement. Donc si je fais une coupe, il y aurait en quelque sorte le cercle là du milieu qui se pincerait. Alors une autre façon de le représenter, qui est légèrement plus simple, pour moi qui ai du mal à dessiner, c'est de faire un tore pincé de cette façon-là. Et les plus attentifs d'entre vous auront peut-être reconnu ici l'emblème de la chaîne, hein, le tore pincé. Donc c'est simplement le graphe d'une courbe cubique, d'une courbe elliptique, mais singulière. Donc il y a une singularité, vous voyez que la singularité qui est ici, cette singularité-là, elle se retrouve ici, dans le tore. Et donc du coup ici ce serait le point 0, disons, et puis on a toujours quelque part ici l'infini, qui lui est bien régulier. Et puis alors on pouvait faire des choses encore plus singulières. Par exemple, ce qu'on avait vu l'autre fois, c'est qu'on pouvait ramener l'autre point ici à l'origine. Donc on pourrait prendre y carré égale, cette fois-ci il faut que lui devienne x, donc y carré égale x cube. Si je fais ça, j'obtiens maintenant le cusp, la courbe cuspidale. Et alors qu'est-ce qui se passe du côté complexe? Eh bien, d'une certaine façon, il va falloir contracter aussi un autre cycle, donc là ça devient un peu difficile à visualiser, mais ce qui se passe concrètement, c'est quelque chose comme ceci. Vous avez une sorte de sphère, vous voyez, une forme de goutte un petit peu, avec ici l'origine, 0, et qui est maintenant un point singulier, et vous voyez que topologiquement ça a bien changé par rapport à ça, ça s'est encore singularisé. Et on a toujours l'infini qui est quelque part par ici. Donc voilà, donc encore une fois, je n'ai pas démontré tout ça, en particulier pour les singulières, mais ça vous donne un petit peu des exemples de comment visualiser les courbes complexes. Donc toutes ces choses-là, les choses en jaune à droite, là, ce sont les courbes complexes qui correspondent aux courbes cubiques. Bon. Et alors maintenant, je vais poser une question un petit peu qu'on va résoudre tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passerait si je prenais encore un autre exemple? Vous vous rappelez quand j'avais parlé du théorème de Fermat, j'avais dit on pourrait regarder, au lieu de regarder le cercle, on pourrait regarder x puissance 4 plus y puissance 4 égale à 1. Donc ça, c'est pas un cercle, c'est une petite déformation du cercle. Si je regarde à quoi ça ressemble à une sorte de version un peu carrée comme ça du cercle.
par comparaison avec x carré plus y carré égale 1, où c'est le cercle auquel on est habitué. Et donc, qu'est-ce qui se passe du point de vue complexe? Eh bien, du point de vue complexe, ça, je l'ai déjà dit, le cercle, il devient une sphère. Donc là, on l'a vu tout à l'heure. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe ici quand on passe sur les complexes? Et là, topologiquement, c'est un peu surprenant, je pense, la première fois qu'on le voit. Cette courbe-là, elle contient en elle une topologie qui est bien différente, qui est la suivante. Qui est cette espèce de surface avec 3 trous. Et donc, comment est-ce qu'on va caractériser cette surface? Eh bien, on va dire qu'elle est de genre G égale à 3, alors que celle-ci est de genre G égale à 0. Celle-ci a 0 trou, 0 poignée, alors que celle-ci a 3 trous, 3 poignées. Et comment diable cette courbe-là forme cette surface-là? Eh bien, c'est ça qu'on va... Enfin, cette surface de Riemann-là, qui est une courbe complexe, c'est ça qu'on va essayer de voir tout à l'heure. Et donc, avant de voir ça, résumons un petit peu les points importants. Alors, c'est pas vraiment résumé, mais je vais plutôt énoncer quelques petites propriétés. La première chose, c'est que donc les courbes algébriques complexes sont en fait des surfaces de Riemann. C'est-à-dire que ce sont des variétés complexes de dimension 1. Donc ça, c'est le dictionnaire, hein, courbe et surface, il faut jongler avec ça. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que on évite les pathologies du type, par exemple, si vous avez dans les réels y carré plus x carré plus y carré égale 0, et ben vous voyez que ça vous définit juste un point du point de vue des réels. Parce qu'il n'y a que l'origine qui satisfait ça. Si j'avais mis -1 ici, ça satisfaisait, c'était rien du tout, l'ensemble est vide. Pour les complexes, ça va toujours marcher, ça donne toujours une courbe, il n'y a pas de problème. La courbe peut être singulière, mais il n'y a pas de problème. Et donc j'ai pas vraiment défini encore ce que ça voulait dire singularité, mais vous voyez, c'est quand il y a une pathologie. En gros, l'idée c'est quand il y a plus de une tangente, ou pas de tangente du tout, enfin quand il y a quelque chose qui se passe en tout cas localement, donc ça c'est des singularités. Mais donc si on n'a pas de singularité, les courbes algébriques complexes planes, projectives. Donc plane, ça veut dire que c'est un peu comme tout ce que j'ai fait depuis le début, on est dans CP2, hein, dans CP2. Ces courbes-là, plane projective, si elles sont en plus lisses, donc non singulières, correspondent à des surfaces de Riemann compactes. D'accord, donc des surfaces de Riemann compactes, il n'y a pas de points à l'infini. Enfin, il y a des points à l'infini, mais justement, ils referment les courbes, donc elles sont bien finies. Comme c'est des surfaces de Riemann, donc elles sont orientables. Vous voyez, donc on ne pourra pas avoir une bouteille de Klein, par exemple, ou un ruban de Mobius, comme ces choses-là. Et donc, topologiquement, elles vont être classifiées par leur genre G, qui est un entier naturel. Et donc, juste pour répéter, un G, la sphère, c'est G égale 0, le tore, c'est G égale 1, le double tore, c'est G égale 2, etc. Ça continue comme ça.
D'accord? Donc c'est tout ce qu'on peut obtenir. En fait, vous voyez, c'est très simple. Topologiquement, c'est juste ça. Mais alors, vous voyez, si on regarde ici, cet énoncé-là, donc c'est un peu le résumé. Et donc, on a vu, juste pour... vu que c'est une sorte de résumé, on a vu que les droites... sont dans cette catégorie-là. Les courbes elliptiques, plutôt, je vais les appeler ici les cubiques, sont là-dedans. Les coniques, on a vu qu'elles étaient là aussi. Et puis là, on n'a pas vu d'exemple de ça. Et puis à genre 3, on a vu un exemple qui était la courbe x4 plus y4 égale 1. Elle était là-dedans. Et donc vous voyez que on peut ranger comme ça les équations. Et il semblerait que ça dépende du degré. Plus le degré est haut, plus le genre est haut. Et donc, ceci, on va essayer de le voir, on va essayer de le démontrer. Mais avant de le faire, voyez juste une chose. Cette notion-là, il y a une notion de topologie ici, et donc le genre G, ça a l'air d'être vraiment une notion topologique. Vous voyez, il n'y a aucun... Et ça a l'air vraiment de dépendre des complexes. Vous voyez, le genre... Il n'y a aucun moyen de distinguer ça de ça. Topologiquement, c'est la même chose. Par contre, ça et ça, c'est topologiquement très différent. Donc, il semble que quand on est sur les complexes, il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe. On a à notre disposition un outil topologique qui nous permet de distinguer, qui nous permet vraiment de voir que ceci et ceci, c'est pas la même chose, puisque ici, c'est vraiment pas la même chose. Mais alors, ça a l'air de dépendre de la topologie, de dépendre des complexes. Et donc, ça, c'est un des gros problèmes qu'on aura qu'on aura un petit peu plus tard. Le but va être de voir qu'en fait, non, le genre, c'est quelque chose d'algébrique. On n'a pas besoin des complexes. Et donc, en fait, là, ces courbes-là qui sont dessinées là, elles ont aussi un genre. Et donc, celle-là, elle est de genre 3, et celle-là, elle est de genre 0. La seule chose, c'est que ce genre-là, évidemment, on ne pourra pas dire que c'est le nombre de poignées qu'il y a, parce que là, il n'y a pas de poignées, ouais, ça ne peut pas être quelque chose de topologique. Donc, en fait, il y a un genre algébrique, il y a une notion algébrique qui est sous-jacente, qui est entièrement contenue dans les équations. Si vous voyez juste ces équations-là et que vous les prenez sur les rationnels ou n'importe quoi, celle-ci, elle est de genre 0, et celle-ci, elle est de genre 3. Et donc, cette chose-là, je voudrais vous la montrer. Alors, on va la montrer pour l'instant sur les nombres complexes, mais on verra par la suite que ça marche pour tous les... ça marche pour tout. On n'a pas besoin de rester dans les nombres complexes. Et donc, pour ça, ce qu'on va voir, c'est la relation genre-degré. Donc là, on va passer un petit moment à voir ça. C'est une formule très, très intéressante. Et donc, je voulais vous la montrer. C'est la première démonstration, en quelque sorte, qu'on fait ici. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va faire ce calcul-là? Eh bien, l'idée, c'est, on part d'une courbe, donc soit C, une courbe, plane, donc dans CP2, définie par une certaine équation, f de x, y égale à 0. D'accord? Avec f, un polynôme de degré d, que je vais supposer supérieur ou égal à 1. Si f est de degré 0, ça n'a pas tellement de sens. Bon. Et alors, en réalité, si on voulait être dans CP2, comme on l'a vu dans la vidéo sur les projectifs, en fait, il faudrait, en principe, regarder non pas ceci, mais regarder f de x, y, z, où, vous vous rappelez, on doit homogénéiser z, c'est-à-dire que tous les termes qui sont de degré trop bas, de degré plus petit que d, on ajoute autant de puissance de z qu'il faut pour que ça redevienne de degré d. Mais ici, on va oublier ça. On va supposer qu'il n'y a rien de spécial qui se passe à l'infini, et donc on va se concentrer sur, sur ce qu'il y a là. Pour l'argument, c'est un peu plus simple. Bon. Alors, cette courbe-là, c'est quelque chose d'a priori assez compliqué, et on ne sait pas bien comment manipuler ça. Mais l'idée, ça va être la suivante. Regardons la sphère, ou le plan, mais donc, on sait maintenant que x, c'est un nombre complexe, et que comme on est dans CP2, il faut penser le plan complexe comme la sphère complexe. Donc, je prends x,
Voilà, ça c'est la sphère des x. X appartient à cette sphère-là, c'est la sphère complexe. Il y a quelque part le point 0 et quelque part le point infini, mais encore une fois, il ne va rien se passer de spécial ici, hein, on est dans une bonne situation. Bon, et donc maintenant, vous voyez que cette équation-là, f de x, y égale 0, eh bien, si je choisis un x, hein, je vais fixer un x, hop, je vais fixer x ici, maintenant, c'est juste un polynôme en y, puisque x est constant, donc c'est un certain polynôme en y. De quel degré? Bah, de degré d, a priori. Et donc, par conséquent, il a des racines. Les d racines, ça va être donc des nombres complexes que je vais symboliquement représenter par des points. Alors, je vais en dessiner 3 là pour simplifier, mais je vais supposer que d égale 3. Et donc, il y a 3 nombres complexes ici qui sont les 3 racines de ce polynôme. Si j'avais pris un autre x ici, j'aurais aussi eu 3 racines. Et puis, si je prends un autre x ici, j'aurais aussi eu 3 racines. Vous voyez, partout, j'ai 3 racines. Bon. Et puis, alors, ces 3 racines, vous voyez que si je fais varier maintenant x continuellement, j'ai 3 racines qui se promènent comme ça au-dessus de la sphère, mais il est possible que pour certaines valeurs spéciales de x, eh bien, 2 racines soient confondues. Et dans ce cas-là, si ça se produit, on va avoir des croisements. Donc, par exemple, ici, on peut imaginer que cette racine-là, en fait, elle devienne celle-ci, et celle-ci. Celle-ci devient celle-ci, et celle-ci reste comme ça. On pourrait imaginer ça. Et donc, on a une sphère qui est recouverte par 3 feuillets, et à certains endroits, on a des points un peu exceptionnels, là, comme ici, où les 2 feuillets se croisent. Quand est-ce que ça se croise? Donc 2 feuillets se croisent quand, donc disons que je vais appeler le point là, je vais l'appeler disons x0, c'est un point x0 spécial, quand x0 est tel que le polynôme en y, donc à y associe f de x0 y, possède une racine double. Bon. Et alors ça, quand est-ce que ça se produit? Eh bien, ça se produit à la condition suivante. Il faut que non seulement f de x0 y soit égal à 0, ça veut dire que y est une racine, mais en plus, il faut que la dérivée de f par rapport à y, en x0 y, il faut aussi que ceci soit égal à 0. Si à la fois f et sa dérivée s'annulent, alors on a une racine double. Bon, et donc, vous voyez, si on veut trouver les points x0 où il y a une racine double, il faut résoudre ce système d'équations-là. Mais ce système d'équations-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça, c'est une équation de degré d. Et ceci, c'est une équation de degré combien? Eh bien, de degré d-1. D'accord? Une équation de degré d-1 en y. Bon. Et donc, par conséquent, dans l'espace de tous les xy, ceci nous définit un certain nombre de points d'intersection. Combien? Eh bien, d-1. Le produit des degrés, si on suppose que toutes ces choses-là se passent bien. Alors, je vous laisse faire les détails de l'argument pour ça. L'idée, c'est donc qu'il y aura d-1 point, ici, sur la sphère, où il y aura d-1 point, où les feuillets, ici, vont se croiser. Bon. Mais alors maintenant, ça veut dire que... Alors, prenons le cas où d est égal à 3, par exemple. D'accord, je prends, par exemple, comme sur mon dessin là, je prends l'exemple de d égale 3. Alors, j'ai d-1, c'est égal à 6. Donc j'ai 6 points où il va y avoir des racines doubles comme ceci. Et donc ces 6 points-là, je vais les dessiner sur la sphère. Je vais les dessiner en violet. Il y a donc 6 points. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et
Et donc ces 6 points, eh bien, si je veux définir par conséquent le triple recouvrement dessus, eh bien, il faut que je vois à chaque fois lesquels des 2 feuillets vont se croiser. Et vous voyez qu'à un point donné, il y a toujours exactement 2 feuillets qui se croisent. Et donc je peux faire comme ça un choix. Alors c'est une preuve un petit peu avec les mains, je ne fais pas une preuve trop rigoureuse, donc si vous voulez remplir tous les détails, bon, il faut travailler un petit peu. Mais donc on peut imaginer qu'on va pouvoir mettre des coupures, ici par exemple, ici et là. Et on a donc ces 3 coupures. Mais disons que ici, on a les feuillets 1 et 2 qui sont échangés, ici 2 et 3, et ici 3 et 1 par exemple. D'accord ? Donc comment est-ce qu'on va voir ça de façon plus précise ? Eh bien, si je veux dessiner tous les feuillets, donc je vais dessiner tous les feuillets. Donc là c'est le deuxième, et là c'est le troisième. Et donc sur les 2 feuillets, je mets les coupures. Et maintenant, il faut que je relie les endroits où ça se croise, parce que dès que ça se croise, ça va faire comme ce que j'avais fait ici au début. Ici au début, on ouvre les coupures, on ouvre et hop, on joint avec un tube. Et ça nous donne la topologie. Donc si je fais ça ici, je vais joindre avec des tubes. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est que chaque feuillet, lui, il n'est concerné que par D-1 coupure. Bon, je vous laisse voir l'argument pour ça. En gros, l'idée, c'est que si vous ignorez un feuillet, c'est comme si on était en degré D-1. Donc on est concerné que par D-1 coupure. Donc je peux ici effacer, disons, cette coupure-là, je l'efface d'ici. Celle-là, je l'efface de là. Et la troisième, je l'efface d'ici. Et ensuite, on va relier les coupures. Donc par exemple, lui va être relié avec lui par un tube. Vous voyez, je fais l'ouverture et je colle. Lui, disons, avec lui. Et lui avec lui. Voilà. Et donc ce que j'obtiens à la fin, c'est une sphère avec 2 trous ici. Une autre avec 2 trous là. Et une autre avec 2 trous là. Et j'ai collé ces choses-là ensemble. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens, topologiquement, j'obtiens un tore. Et donc, le genre est égal à 1. Et donc là, de cette façon-là, j'ai démontré que pour n'importe quelle courbe lisse, plane de genre de degré 3, le genre est égal à 1. Bon, maintenant, si on veut faire l'argument pour le degré arbitraire, vous voyez que si on veut faire le cas D arbitraire, eh bien, c'est assez similaire. On va faire exactement la même chose. On va prendre, cette fois-ci, on va avoir des sphères. Donc, je vais en dessiner 4 pour simplifier. Et sur chaque sphère, on va avoir 3 coupures qui vont nous relier aux 3 autres. Donc par exemple, je vais avoir un tube qui va nous relier comme ceci, un tube comme ceci, et un tube comme ceci. Et puis pareil pour les autres, donc ceci là, et puis ces deux-là. Hop. Et donc vous voyez, comme ça, on voit qu'apparaît un graphe, qui est simplement le graphe complet avec 4 éléments. Et donc on obtient comme ceci un graphe complet à D éléments, à D sommets. Et donc quel est le genre de ce graphe ? Eh bien le genre, pour créer du genre, eh bien d'abord il faut prendre une sphère, donc disons qu'on va partir de celle-ci, je prends celle-ci comme référence, et déjà je dois la relier à toutes les autres. Quand j'ajoute ce pont-là, ça ne m'ajoute pas le genre, parce que j'obtiens juste une sphère plus grosse. J'ajoute celui-là, pareil, ça ne change rien. Et j'ajoute celui-là, ça ne change rien. Donc, parmi les D-1, D-1 liaison que j'avais, donc D-1 ici, par exemple, j'ai dessiné 4, donc ça me fait 4 fois 3, pardon, D-1 sur 2, ça me fait 6, et j'ai bien 6 liaisons ici. Parmi les 6, il y en a D-1, les jaunes, qui ne contribuent pas à augmenter le genre.
Par contre, une fois que j'ai fait ça, toutes les suivantes, donc dans celle-ci, celle-ci et celle-ci, ajoutent à chaque fois 1 au genre. On ajoute une poignée à chaque fois. Et donc le nombre de poignées qu'on ajoute, c'est le genre, G. Ça doit être le nombre total de liens qu'on avait, donc D-1 sur 2, moins les jaunes. Ouais, donc si vous voulez le genre, je peux le dessiner en vert, là, pour coller avec mon image, c'est en vert. Et donc c'est D-1 sur 2, donc toutes les connexions, moins les connexions jaunes, et j'en ai combien? J'en ai D-1. Et donc je peux calculer combien ça fait, ouais, je peux factoriser par D-1, et j'obtiens D-1 fois D-2 sur 2. Donc par conséquent, le genre c'est ceci. Et donc, je vais l'écrire ici, théorème qu'on a démontré un petit peu avec les mains. Si C est une courbe, il faut mettre tous les adjectifs qu'il faut. Donc projective, complexe, plane et lisse, de degré D, alors le genre de C vaut D-1 fois D-2 divisé par 2. Donc ceci, c'est le théorème genre degré. Grand théorème. Et alors on peut vérifier que ça marche bien avec les exemples que j'avais donnés ici au-dessus. Vous voyez que si on calcule, alors je vais juste les mettre, je vais juste faire une petite table pour que vous les ayez en tête. Donc si on met le degré ici, et le genre ici, eh bien le degré ne peut pas être nul, hein, comme j'ai dit, donc il peut être égal à 1, 2, 3, 4, 5, etc. Eh bien le genre, vous voyez, vaut 1 moins 1, ça fait forcément 0. Pour 2, ça fait 0 aussi. Pour 3, ça fait 2 fois 1 sur 2, ça fait 1. Pour 4, ça fait 3 fois 2 sur 2, ça fait 3. Pour 5, ça fait 4 fois 3 sur 2, ça fait 6, etc. Voilà un petit tableau du degré avec le genre. Et en particulier, on voit les exemples que j'avais donnés tout à l'heure. Pour le degré 1, c'est genre 0, donc c'est la sphère. Pour degré 2, c'est aussi la sphère. Pour degré 3, c'est genre 1, donc c'est une sorte de tore. Et pour degré 4, c'est quelque chose de genre 3. Et donc on retrouve bien les exemples que j'avais donnés ici. Degré 4, c'est genre 3. Degré 3, c'est genre 1, etc. Donc voilà la règle générale qui marche pour toutes les courbes de n'importe quel degré. Et donc ceci, ça vous donne à peu près la topologie de tout ça. Voilà, donc ça c'était un peu un des premiers points auxquels je voulais arriver. Donc si, encore une fois, c'est une preuve un petit peu avec les mains, un point où c'est un petit peu sensible, c'est par exemple ici, si vous pensez à ces deux équations-là comme juste deux équations algébriques en x et y, celle-ci n'est pas vraiment de degré d-1, elle est de degré d-1, disons, en y. Donc je vous laisse régler ça pour montrer que le nombre de points sera bien d-1. Ici, on a admis que les coupures se faisaient comme ça, qu'il y en avait une de moins par sphère, et du coup on a admis que le graphe était le graphe complet, et puis on a aussi admis que le genre se construisait comme ça. Donc il y a tout un tas d'étapes, mais je voulais au moins vous donner une saveur, un peu une idée de comment est-ce qu'on fait la démonstration. Bon, et donc maintenant, j'ai bientôt fini cette vidéo, cet épisode, mais je voulais conclure par un dernier point, qui est à quoi ressemble j'écris n'importe comment, à quoi ressemble vraiment les courbes complexes. Parce que il y a peut-être quelque chose qui nous chagrine un peu dans cette histoire. Il semblerait, si on regarde le théorème précédent, il semblerait qu'en fait les courbes complexes, finalement c'est juste des courbes toutes régulières de genre G, donc finalement c'est pas très très compliqué, on pourrait même se dire c'est pas très intéressant finalement.
Bon, mais il faut bien se rendre compte que ça, c'est quelque chose de topologique. Topologiquement, elles sont de cette façon-là. Mais si on regarde comment est-ce qu'elles sont quand elles sont plongées dans CP2, alors c'est une toute autre histoire. Elles peuvent être emmêlées d'une certaine façon. Et en plus là, je me suis intéressé aux courbes lisses, et donc il y a des courbes singulières où il va se passer des choses intéressantes. Et on a vu que beaucoup de l'intérêt de la géométrie algébrique, c'est de parler des singularités. Donc je voudrais essayer de regarder, au moins localement, si je prends une courbe complexe, alors la topologie on vient de la voir, mais maintenant je veux faire l'inverse de la topologie, je veux regarder localement à quoi ça ressemble si je me regarde très proche d'un certain point. Bon, bah alors si on fait ça, si la courbe est lisse, essentiellement par définition, ça veut dire que si je regarde suffisamment près, alors bah, je vais avoir quelque chose qui est juste une surface, vous voyez, un disque par exemple, autour d'un point, vous voyez, si j'ai un point où c'est lisse, bah, la surface, elle va ressembler à ça, et donc effectivement, c'est pas très très intéressant. Mais donc, quelque chose de plus intéressant, ce serait, donc on s'intéresse au point singulier. Alors vous pourriez vous dire, bon mais les points singuliers, moi je ne suis pas trop intéressé par ça, je vais prendre des courbes suffisamment, avec des coefficients suffisamment réguliers, enfin génériques, pour qu'il n'y ait pas de points singuliers. Mais en fait on est obligé de s'y intéresser, puisque si vous avez des points d'intersection, ça peut être vu comme des points singuliers. Par exemple, si vous dessinez cette configuration-là, donc là je vais la dessiner dans R, où vous avez deux droites, disons la droite rouge qui est ici, d'équation x égale 0, et la droite violette ici, d'équation y égale 0, eh bien l'ensemble de ce truc-là, en fait, vous pouvez le voir comme l'intersection de deux droites, ou, enfin comme l'union de deux droites qui s'intersectent en un point, ou vous pouvez le voir comme l'équation xy égale 0. La courbe d'équation xy égale 0, elle n'est pas irréductible, elle est réductible en deux morceaux, mais c'est quand même une courbe, et donc on peut essayer de voir à quoi ça ressemble. Et ça me permet de revenir au point que j'avais évoqué tout au début, quand j'avais dit à quoi ressemblent deux droites qui s'intersectent. J'avais essayé de faire un dessin un petit peu maladroit ici, non pas ici, ici, et j'avais dit qu'on reviendra tout à l'heure. Donc c'est ça que je voudrais faire maintenant. On va essayer de regarder vraiment à quoi ressemblent deux droites qui s'intersectent. Alors le problème, comme vous l'avez compris, c'est d'arriver à voir en 4 dimensions. Et pour ça, bah, la solution, ça va être de faire la chose suivante. Ça va être de prendre une sphère, que je vais dessiner ici en jaune, et juste de regarder l'intersection avec cette sphère. Vous voyez, si je regarde l'intersection avec cette sphère ici, ça me fait quelque chose, les courbes étaient de dimension 1, l'intersection avec la sphère, ça me fait quelque chose de dimension 0, donc ça me fait juste des points, les points d'intersection avec cette sphère-là. Mais si on le fait avec les courbes complexes, qui sont de dimension réelle 2, et que je l'intersecte avec la sphère réelle, centrée autour de l'origine, ou du point singulier, ça va me faire baisser la dimension de 1. Et donc, au lieu d'avoir quelque chose de dimension 2, j'aurai plus que quelque chose de dimension 1. Donc l'idée, ça va être d'intersecter avec une sphère, qui va être une sphère à 3 dimensions, parce que c'est la sphère dans l'espace à 4 dimensions, donc c'est la sphère S3, d'intersecter avec ça et de voir ce qui se passe là-dedans. Donc ça me fera normalement des lignes, des choses à une dimension réelle, plongées dans un espace à 3 dimensions qui sera cette sphère. Bon, mais alors c'est quand même pas très facile à voir dans la sphère à 3 dimensions. Et donc une autre astuce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle la projection stéréographique. Alors pour ça, il faut que je montre, et donc je vais le montrer sur un exemple à une dimension de moins. Donc vous allez voir, on va monter d'une dimension tout à l'heure, mais pour dessiner, je vais le faire comme ça. Donc vous avez sans doute déjà vu ça. Vous prenez un espace à 3 dimensions, donc ici je vais prendre R3, et je vais le paramétrer par ABC. J'ai pas envie d'utiliser X, Y, Z parce que c'est déjà pris, donc je vais paramétrer par ABC. Et je vais prendre la sphère S2 là-dedans. Sphère S2 centrée sur l'origine. Et comme je vais vouloir tout à l'heure la prendre de rayon petit, je vais la prendre de rayon epsilon. Donc ici, par exemple, j'ai le point 0, 0, epsilon. D'accord, je prends la sphère de rayon epsilon. Et l'idée de la projection stéréographique, c'est que je veux projeter sur le plan, ici, ça c'est le plan C égale 0, je projette à partir du point ici,
qui est au pôle nord de la sphère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un point ici sur la sphère, eh bien, je trace une droite et elle va intersecter le plan en un certain point. Et donc, ceci, c'est le projeté. Et si j'ai, par exemple, une courbe, vous voyez, j'ai une petite courbe qui fait ceci sur la sphère, alors elle va être projetée sur la sphère en une certaine courbe ici. Donc, je peux vraiment faire une carte, et c'est utilisé d'ailleurs en cartographie, par exemple, pour la Terre. Et donc, on veut trouver quelles sont les coordonnées de ce point-là. Je vais le faire en blanc. On veut trouver quelles sont les coordonnées de ce point-là. Bon, les coordonnées de celle-ci, on va dire que c'est le point générique. Donc, on va dire qu'il est de coordonnées ABC. Et la question, c'est quel est ceci? Donc, je vais mettre A', B'. Et comme il est sur le plan C égale 0, A', B', 0. Donc, je vais trouver A' et B'. Bon, c'est un problème de géométrie élémentaire. Il suffit de dire que les vecteurs qui relient le pôle avec ce point-là et le pôle avec ce point-là sont alignés. Donc, disons, j'ai le premier vecteur, c'est A, B, C, moins epsilon. Et l'autre vecteur, c'est A', B', moins epsilon. Et je veux que ces deux choses-là soient proportionnelles. Donc, j'ai un certain lambda fois ceci égale ceci. Bon, c'est très facile de voir ce qu'est lambda. Il suffit d'utiliser la troisième composante. Lambda, c'est égal à moins epsilon sur C moins epsilon. Donc, c'est epsilon sur epsilon moins C. Et par conséquent, A' et B', c'est juste lambda fois AB. Et donc, A' et B' sont simplement égaux à epsilon A sur epsilon moins C et epsilon B sur epsilon moins C. Donc voilà la projection stéréographique. Bon, alors maintenant, eh bien faisons ça dans le cas des courbes complexes. Donc pour ça, comme j'ai dit, on va devoir le faire en une dimension de plus. Donc, on va ajouter une dimension supplémentaire pour faire ça. Donc prenons, comme exemple, prenons soit C, la courbe, donnée par l'équation xy égale 0. Donc c'est vraiment l'analogue complexe de la croix, donc de l'intersection de deux droites orthogonales. Bon, donc on fait ça dans ces carrés. Alors, la projection stéréographique, donc on intersecte C avec la sphère S epsilon, la sphère de rayon epsilon, qui est l'ensemble des nombres complexes x, y, tels que x carré plus y carré est égal à epsilon au carré. Alors, ceci, c'est la sphère complexe, donc ça, c'est isomorphe à S3. Puisqu'on a 4, on a la partie réelle et imaginaire de x, réelle et imaginaire de y, on impose que la somme de tous les carrés fait epsilon carré, donc c'est bien la sphère S3. Donc on intersecte ça avec la sphère S3, et une fois qu'on aura un élément de cette sphère, donc si on a un point générique que j'appelle maintenant A, B, C, D, d'accord, A c'est la partie réelle de x, B c'est la partie imaginaire de x, C c'est la partie réelle de y, et D c'est la partie imaginaire de y. D'accord, je prends ces notations-là. Et donc si j'ai un point ABCD qui appartient à cette sphère-là, c'est juste, on aura A carré plus B carré plus C carré plus D carré égale epsilon carré. Et par projection stéréographique, la projection stéréographique, qu'est-ce qu'elle faisait ici? Elle envoyait la sphère jaune ici sur le plan. Donc toute la sphère sauf le pôle était envoyée sur le plan. De la même façon ici, toute la sphère sauf le pôle va être envoyée sur un espace à 3 dimensions. Et donc la projection stéréographique, qu'est-ce qu'elle fait? La projection stéréographique, elle envoie toute la sphère S epsilon privée du pôle, que je vais prendre le même que tout à l'heure, donc celui où C est égal à epsilon, donc 0, 0, epsilon, 0. Donc c'est exactement comme tout à l'heure, j'ajoute juste une quatrième composante. Et donc on va de là dans R3. Et donc qui a A, B, C, D associe, c'est le calcul qu'on a fait tout à l'heure, epsilon A sur epsilon moins C,
epsilon b sur epsilon moins c, et epsilon d sur epsilon moins c. Voilà, ça c'est la projection stéréographique. Bon, et bien maintenant, c'est très facile de voir qu'est-ce que nous donnent les deux droites là-dedans. Donc les deux droites, je vais prendre les mêmes couleurs que là, la verticale en rouge et l'horizontale en violet, la verticale en rouge, donc ça c'est x égale 0, et l'horizontale en violet, ça c'est y égale 0. Ça c'est la vision réelle, hein, à garder en tête. Maintenant, voyons ce qui se passe dans le cas complexe. Eh bien, dans le cas complexe, x égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que a et b sont tous deux égaux à 0, et donc ici, ceci vaut 0, 0. Et donc disons que cette droite-là, je vais l'appeler, celle-là, je vais l'appeler D', et la rouge, je vais l'appeler D. Eh bien, la droite D, du point de vue de ses coordonnées stéréographiques, nous donne 0, puisque A est égal à 0, 0, puisque B est égal à 0, et puis epsilon D sur epsilon moins C. Et vous voyez que quand D et C, avec D carré plus C carré, égale epsilon carré, puisque, vous voyez, on a cette équation-là, mais A et B valent 0. Bon, eh bien, quand D carré et C carré parcourent le cercle, vous voyez que ceci parcourt l'ensemble des nombres réels. Et donc, cette droite-là est envoyée sur, eh bien, toujours cette droite-là, disons, voilà, dans la projection stéréographique. Bon, maintenant, voyons D'. D', cette fois-ci, c'est C et D qui valent 0. Et donc, vous voyez que si vous prenez C et D égale à 0 ici, C égale à 0, déjà les dénominateurs valent tous epsilon, ça s'annule avec l'epsilon du haut, et donc ça vous donnera juste A, B, 0, puisque D vaut 0, D c'est la partie imaginaire de Y. Et avec, de la même façon, A carré plus B carré égale epsilon carré. Et donc vous voyez que ça c'est un cercle, il s'agit du cercle, comme ceci, de rayon, je vais faire à l'envers, comme ceci. Il s'agit du cercle de rayon epsilon qui enlace la droite. Et donc vous voyez, ça c'est ce qui se passe si je prends ces deux droites complexes et que je prends une sphère S3 autour et que je projette cette sphère sur un espèce d'écran qui est en 3 dimensions. Voilà ce que je vois. Et maintenant si epsilon varie, donc là c'est le cercle de rayon epsilon. Mais maintenant si vous voulez vraiment voir la géométrie, vous pouvez dire, ah mais maintenant, il suffit que je prenne ma sphère de rayon epsilon et que je fasse varier epsilon de 0 à l'infini, et en faisant varier, eh bien les courbes ici vont bouger d'une certaine façon, et ça va vous dessiner les surfaces de la façon qu'elles s'intersectent vraiment. Et donc si vous faites ça, ben, vous voyez que si epsilon varie, le rayon ici va varier, donc ça va vous donner une sorte de collection de cercles. Attendez, je vais le dessiner à côté. Donc si on fait varier epsilon dans 0 plus l'infini, d'accord, c'est un nombre réel. Alors qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, le cercle violet là décrit des cercles concentriques, une espèce de surface comme ça, générée par tous ces cercles-là. Et le rouge, vous voyez que lui, il est indépendant de epsilon, puisque même si epsilon apparaît ici, j'ai dit ça décrit tous les nombres réels. Donc en fait, le rouge ne bouge pas. Ça, c'est dû évidemment à la projection stéréographique qui sélectionne quelque chose de particulier. Mais donc voilà ce qui se passe. On a ici dans une certaine tranche qu'on a faite, et avec cette projection-là, vous voyez d'une certaine façon la courbe rouge, qui est une courbe, donc un plan complexe, on l'a projeté pile dans l'alignement, et donc du coup on la voit de profil, donc c'est pour ça qu'on voit qu'une ligne comme ça, et elle coupe bien cette surface violette là, uniquement à l'origine, quand epsilon vaut 0, ici. Et donc il y a bien un unique point d'intersection. Donc ça c'est un petit peu le mieux qu'on peut faire pour voir ce genre d'intersection là. Donc j'espère que ça vous donne une idée de la géométrie. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est de faire ça pour une courbe un petit peu plus amusante que juste deux droites qui se coupent, et vous allez voir qu'il y a une petite surprise assez jolie qui se cache là-dedans. Donc autre exemple. Je vais reprendre une des courbes que j'avais étudiées la dernière fois, ou qu'on a même vu tout à l'heure, le y carré
égale x cube, qui est, vous vous rappelez d'un point de vue réel, c'est cette courbe-là qui a une petite pointe comme ça ici. Bon, si on fait exactement la même chose, alors on va trouver la chose suivante. Alors, pour faire ça, c'est un petit peu plus pénible à paramétrer, donc il faut avoir un petit peu l'idée, mais en fait là c'est assez facile. On peut remarquer que tous les points de cette courbe, donc ceci, donc la courbe, est paramétrée par, disons, un nombre S qui appartient au nombre complexe, de la façon suivante. Vous voyez que vous pouvez prendre y égale s cube et x égale s carré. Et bien vous voyez que l'équation est automatiquement satisfaite. Donc j'ai un paramètre de ma courbe, un paramètre s qui est un paramètre complexe et qui va me décrire la courbe. Et donc dans l'intersection avec s epsilon, elle est donnée par quoi? Vous voyez qu'il faut imposer que x au carré plus y au carré soit égal à epsilon carré. Mais ceci, c'est égal, d'après ça, à la norme de s puissance 4 plus la norme de s puissance 6. Donc vous voyez que ça, c'est une équation réelle pour la norme de s. La norme de s est fixée par ça, parce que la norme de s est un nombre positif. Si je trace, si j'ai ici la norme de s, alors qui est forcément un nombre positif. Bon, c'est pas grave, je vais le faire comme ça quand même. Donc ici, j'ai la norme de s, qui est un nombre positif, et que je trace ici la norme de s puissance 4 plus la norme de s puissance 6, j'ai une courbe qui fait une espèce de truc comme ça, assez plat. Voilà. Et donc, si la valeur de... je veux une valeur de epsilon, donc je mets epsilon ici, eh bien j'ai une certaine valeur, j'ai une unique valeur ici de la norme de s, et je vais l'appeler delta. Delta, ça dépend de epsilon. Donc cette racine-là, je ne peux pas la calculer analytiquement, c'est un polynôme de degré 6, mais elle existe, ça c'est très facile à le montrer. Bon. Et par conséquent, le module de S est donc fixé à delta. Et par conséquent, S, je peux l'écrire comme son module, delta, fois la forme polaire avec l'argument exponentielle de I t, avec t qui appartient à 0 de pi. Et par conséquent, je peux reporter tout ça dans ma paramétrisation, et j'obtiens que y est égal à le cube de ceci, donc delta cube fois exponentielle de 3it, et x est égal à delta carré fois exponentielle de 2it. Et donc voilà, paramétré par t, l'intersection de ma courbe complexe avec la sphère S3. Et ensuite, eh bien, je peux le projeter stéréographiquement en utilisant les formules qui sont là, et je pourrais voir à quoi ressemble le résultat. Et alors là, c'est là que j'ai mal fait ma préparation, parce que j'ai oublié, je voulais vous le montrer, je voulais pas le faire à la main, mais je voulais le faire sur l'ordinateur, et j'ai oublié d'ouvrir le fichier, donc je vais le faire maintenant. J'espère que ça va marcher. Voilà, parce que vous allez voir, c'est quand même très joli, ce qui est caché là. Alors, désolé pour ce petit... Voilà. Là, normalement... Voilà. Là, normalement, vous voyez mon écran. Et alors, ce que j'ai fait ici, vous voyez, j'ai pris exactement l'équation que j'avais donnée, et je vous rappelle, A, B, C, D, c'était les parties réelles et imaginaires des deux choses-là. Donc en utilisant les formules usuelles, exponentielle IT, c'est cosinus T plus I sinus T, etc. Les quatre choses qu'on a, c'est A, B, C, D, valent ici, vous voyez, delta à une certaine puissance, et alors j'ai pris n égale 2, m égale 3, et vous voyez, on obtient ça. Et donc si on lui demande de tracer, eh bien voilà ce qu'on obtient. Et donc vous voyez que c'est très très joli. On obtient bien une courbe, comme annoncé. Mais vous voyez que c'est une courbe qui a une topologie pas du tout évidente. Maintenant c'est une courbe plongée dans R3. Ce R3, c'est l'image de la
c'est l'image après stéréographie de la sphère. Et donc, vous voyez qu'on obtient un nœud. Et j'ai aussi fait une vidéo sur la théorie des nœuds. Ceci, c'est le nœud de Trell, vous voyez, si vous voyez de haut. Mais vous regardez vraiment, c'est vraiment un nœud, puisque la courbe passe au-dessus, en dessous, elle ne se croise pas. Et donc, on obtient comme ça le nœud de trèfle. Donc, en fait, et quand epsilon va tendre vers 0, ceci va se contracter, contracter, contracter. Donc, en fait, quand vous avez la courbe ici, quand vous avez la courbe, où est-ce que je l'avais mise? Voilà, cette courbe-là, d'un point de vue réel, c'est ça que vous voyez. C'est juste deux lignes qui arrivent et qui se mettent ensemble avec une tangente commune. Mais d'un point de vue complet, vous voyez que c'est beaucoup plus riche. Et bien que la topologie de ça, ce soit ce que j'ai dessiné tout en haut, une espèce de sphère avec une pointe, eh bien cette pointe, qu'est-ce qu'elle contient en elle? Eh bien sa topologie, c'est celle de ce nœud de trèfle, qui est le nœud le plus fondamental, hein, qu'on avait vu, le premier nœud non trivial. C'est ce nœud de trèfle là qui se ratatine en quelque sorte sur lui-même. Et alors pour finir, je voulais montrer donc quelques jolies images en vous montrant ce qui se passe si à la place de 2 et 3, j'avais pris d'autres valeurs. C'est pour ça que j'ai mis n et m. Vous voyez, j'ai pris 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe si on augmente le nombre si on prend d'autres valeurs? Donc on va avoir des courbes de plus en plus singulières et ça nous promet peut-être des nœuds de plus en plus intéressants. Donc par exemple, si je prends 2 et 5, ben voilà, ça me donne un nœud, maintenant une espèce de, vous voyez, d'ici d'étoile à 5 branches, et qui passe comme ça de façon très élégante, au-dessus, en dessous, etc. Et puis je peux augmenter m si je veux, hein, au lieu de prendre 5, je peux prendre un grand nombre, disons 31. Et là, vous voyez, vous commencez à comprendre ce qui se passe, vous avez un tore, c'est ce qu'on appelle du coup un nœud torique. Vous voyez qu'il y a une espèce de tore qui commence à apparaître, qui n'a rien à voir avec les tores qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Là, c'est dans la projection stéréographique de l'intersection avec une sphère sur R3. On a ce qu'on appelle donc ce nœud torique. Et les paramètres qui sont là, 2 et 31, c'est les paramètres d'enroulement du nœud autour d'un tore. Alors, ça a tout un tas de propriétés fascinantes, cette chose-là. Par exemple, alors si je prends ici égal à 1, là, on a juste quelque chose qui s'enroule 31 fois autour du tore, tout en tournant. Et si je mets 2, eh bien, ça veut dire que non seulement il fait ça, mais à chaque fois, en fait, il avance de 2. Et donc, il faut faire 2 fois le tour pour revenir au début. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez tous ces croisements-là. Alors que si je mets 1, vous n'avez pas tous ces croisements-là. Et cette chose-là est très, très sensible aux divisibilités. Donc, il y a des propriétés arithmétiques là-dedans. Par exemple, si je prends 12, qui est un nombre avec beaucoup de diviseurs, et que l'autre est égal à 1, moi j'ai une étoile comme ça. Mais si je mets 2, bah, à cause du fait que 2 n'est pas premier avec 12, j'obtiens une étoile comme ça à 6 branches. Si je prends n égale 3, qui est aussi un diviseur de 12, j'obtiens une étoile à 4 branches. N égale 4, qui est aussi un diviseur de 12, j'obtiens une étoile à 3 branches. Par contre, si je mets 5, qui est à nouveau premier avec 12, là, hop, j'obtiens à nouveau une grande richesse comme ça, de tore. Et puis, donc, pour voir de belles images, hein, ça peut être intéressant de mettre un nombre assez grand, donc typiquement un nombre premier, comme ça on n'a pas de coïncidence. Donc, par exemple, si je mets... on va mettre 43. Et donc voilà, vous voyez le tore comme ça qui est réalisé. Et donc plus j'augmente l'autre entier, plus ce tore est complexe. Vous voyez ici, on a vraiment une sorte d'étoile à 43 branches et qui s'enroule, vous voyez, comme une bobine la plus simple. Et si je mets 2, eh bien, il va s'enrouler 2 fois sur lui-même. Et il fait le tour comme ça. Et puis, il y a un petit bug apparemment ici. 43, c'est peut-être un petit peu élevé. Je vais remettre 31. Voilà. Et puis, si j'augmente la valeur ici, eh bien, je vais avoir beaucoup d'enroulement. Si je mets 10, eh bien, vous voyez, là, le tore s'enroule 10 fois sur lui-même. Donc, ça fait ce nœud très, très joli. Et donc, puis les valeurs, là, sont importantes. Voilà, ça va monter beaucoup. Et donc, vous voyez, là, j'ai ce magnifique tore que vous voyez apparaître ici. Et donc, encore une fois, ceci, c'est quoi, si j'essaie de récapituler? C'est si vous prenez l'équation x puissance 29 égale y puissance 31, c'est une certaine courbe complexe. Vous prenez l'intersection du point d'origine avec une sphère S3, ça vous donne une certaine courbe maintenant réelle sur la sphère S3, et vous la projetez stéréographiquement dans l'espace R3, et ça vous donne ceci.
Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Je vais arrêter là. Juste pour résumer, donc je vais remettre le point auquel on était arrivé ici. Les courbes algébriques, c'est donc ces surfaces du point de vue complexe qui nous permettent de traiter vraiment maintenant de tout la géométrie algébrique, tout va bien se passer. En particulier, je ne l'ai pas mentionné, mais le théorème de Bézout fonctionne cette fois-ci. Si vous avez une courbe de degré D, elle va toujours couper une droite en exactement D points. Je me rends compte que je ne l'ai pas dit, mais c'est assez important. De toute façon, on y reviendra plus tard. Et topologiquement, ça correspond à des surfaces de Riemann avec des genres donnés. Et on a vu comment on pouvait calculer le genre juste à partir du degré, avec la formule genre degré qui est donnée ici. Le genre, c'est D-1, D-2 sur 2 pour une courbe plane et régulière. Et alors vous voyez déjà que l'hypothèse de lisse est essentielle, parce que si on n'est pas lisse, je vous ai donné un exemple ici, d'une courbe qui est de degré 3, mais vous voyez que le genre est 0, puisqu'on a quelque chose qui ressemble un peu à une sphère singulière. Donc c'est important que ce soit lisse. Et donc ça c'est la topologie, et comme on l'a vu là, la géométrie vraiment complexe est assez complexe, mais très très jolie, comme on a vu avec ces nœuds qu'on appelle les nœuds toriques. Donc en fait il y a toute une théorie des nœuds qu'on pourrait faire avec ça. Voilà, donc je vais arrêter là, je pense que j'ai parlé déjà très longtemps. Maintenant dans la suite, on a tout un tas de mystères. Vous voyez, tout ce que je vous ai montré là dans ces épisodes, c'est qu'on pouvait construire des choses qu'on voit à partir juste de ces équations algébriques, qui sont des équations polynomiales. On construit des courbes, et on peut les interpréter comme un coefficient dans R, ou dans C, ou dans Q, ou dans un corps fini, n'importe où. Et à chaque fois qu'on fait ça, on a l'impression de découvrir un nouvel univers, une nouvelle incarnation de ces courbes-là, qui possèdent des propriétés qu'on ne peut pas forcément détecter de l'autre façon. Et donc le schéma qu'il faut avoir en tête, c'est un peu ça. D'un point de vue réel, ceci ou ceci, ça paraît vraiment la même chose, mais d'un point de vue complexe, c'est complètement différent. Et par conséquent, il semblerait que l'essence de tout ça, ce soit vraiment dans les équations algébriques elles-mêmes. Et par conséquent, il faudrait essayer, dans ce cas, on a ce mystère-là, est-ce qu'on peut voir le genre là-dedans? La façon dont je vous l'ai démontré tout à l'heure, c'était pas du tout avec les équations, je vous l'ai démontré en prenant l'équation, mais en l'interprétant comme surface de Riemann, avec ses recouvrements, etc. La question c'est, est-ce qu'on peut voir le genre uniquement dans ces équations-là? Et donc on pourrait définir que ceci c'est de genre 3 et ceci de genre 1. Donc tout ça, c'est ce qu'on verra dans la suite. Il va falloir petit à petit mettre un petit peu plus d'outils, regarder en particulier les fonctions définies sur les courbes, on va faire ça la prochaine fois, et peut-être avoir besoin de notions un peu plus avancées qui nous permettent de traiter ce problème-là, comme la notion de faisceau, de cohomologie, etc., etc. Voilà, je n'en dis pas plus maintenant, j'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas, si vous voulez voir la suite, à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Ça permet à la vidéo d'être bien référencée, mais voilà, si vous voulez voir la suite et être sûr, le mieux c'est encore de s'abonner et de mettre la cloche. Si vous voulez parler de tout ça, me dire tous les endroits où j'ai fait des erreurs là-dedans, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur Discord, je mets les liens en description comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4. Donc là, on va vraiment rentrer dans le dur de cette série vers la géométrie algébrique. Voilà, merci à tous et à la semaine prochaine.